Dans son introduction en début de journée, Stanislas a mis le temps en rapport avec immédiateté, Internet, réseaux sociaux, mutation, urgence climatique, histoire et encore bien d'autres choses. Et durant les questions, ce matin, quelqu'un a demandé pourquoi nous avions mis aussi le temps en rapport avec la guerre. Eh bien, c'est parce qu'en transmutation, elle peut tout mettre en lien avec tout. Et c'est ce que nous faisons depuis 16 ans. Et cette année, on l'a bien léon. Mais vous avez la dire, ne vous réjouissez pas. Ça a aussi cité le physicien Carlo Rovelli qui dit « Il y a un temps pour nous, mais pas de temps universel ». C'est intéressant ça. Ça veut dire que parler de temps, c'est nécessairement parler de culture, parler d'expérience de chacun, parler de perception, et c'est ça qui va retenir dans ces contenus. Le temps qui passe ou le temps qui fait. Aucun des orateurs, manifestement, n'a pensé qu'il était invité à un séminaire météorologique. Mais si on n'a pas eu l'impression, en écoutant les orateurs de ce matin, que l'horizon se bouchait, que les tempêtes se préparaient partout autour de nous, et que l'orage n'était pas loin des quatre. Pour le flanc Est, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, au Moyen-Orient, Iran, le Yémen, en Afrique, le positionnement des États-Unis, les dangers qui nous menacent et notre état de préparation, sur lesquels le Tchon n'a pas donné le moindre chiffre et apparemment cela valait mieux. Heureusement, il nous a dit que ce n'est qu'un peu d'équipement. Nous se demandons ce qu'il serait vraiment. Le sujet donc, c'est le temps qui passe. Le temps passe. Le temps est passé, mais c'est une perception. Nous voyons le temps à partir de nous. Ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons. Le temps, lui, demeure. Au-delà des définitions du temps évoquées par Christophe Couton ce matin, nous devons quand même reconnaître que nous avons une vision autocentrée. Pas seulement du temps, mais au sujet de presque tout. Pensez au bunker d'Olivier Hamon, pensez au slogan mondialement connu par l'Ochette de Alexandre Henson. Et Christophe Auré aussi vient aborder aussi la question de notre perception de ce qui nous entoure, y compris le temps, avec une perspective un peu différente, Jean Gond. Le temps passe de plus en plus vite, c'est le deuxième volet. Perception également, et perception paradoxale qui plus est. Nous trouvons que le temps passe de plus en plus vite, alors que nous vivons de plus en plus longtemps. On entend dire les événements s'accélèrent, l'histoire s'accélère. On a beaucoup parlé d'accélération de l'histoire. Ce matin avec Christophe Bouton. Christophe Bouton reconnaît que c'était, donc il a vu parfois une approche un peu française. C'est vrai qu'en France, il y a une certaine accélération dans la succession des communistes. Il a dit qu'on ne peut pas parler d'accélération du temps parce que sinon un physicien va sauter sur sa chaise. Mais j'ai envie de dire que si on parle d'accélération de l'histoire, c'est l'historien qui saute sur sa chaise. Parce qu'enfin, accélération, on voit bien ce que c'est. Mais l'histoire, c'est quoi? Parce que l'histoire est le passé, notre évidemment. Puisque quand nous parlons d'accélération de l'histoire, notre présent y est inclus. L'histoire n'est donc pas le passé. Mais l'histoire, c'est ce que nous savons du passé et la manière dont nous le racontons. L'histoire, c'est aussi une approche autocentrée, pas de fiction. L'histoire, c'est un récit. L'histoire, c'est un narratif. Général Bansinard en a parlé ce matin. Il a expliqué comme voilà que si lui ou relie le passé en disant que c'est l'Occident et l'Occident qui sont responsables de la réaction russe. Et Johan Midorek aussi ce matin en évoquant ces fameuses manifestations à Donetsk en 2014, après laquelle on a attribué aux Ukrainiens la responsabilité des événements et pas aux Russes. Elle avait expliqué, elle a développé ça en expliquant pour bien la réaliser que la propagande peut être dangereuse parce qu'il y a un lien, évidemment, entre lecture du passé et propagande. L'histoire est un outil politique. Ce n'est pas le passé qui l'est, c'est le récit sur le passé qui est. L'histoire est un outil, le passé est l'objet. Attention aussi à toujours croire que le présent est différent du passé. Y a-t-il vraiment plus de liens ou plus d'éléments aujourd'hui que dans le passé qui nous permettraient de parler de l'accélération de l'histoire? J'en suis pas convaincu. Au fond, qui passe, c'est comme une histoire de guerre.
Et il y a des parallèles, pas des égalités. Il y a des parallèles entre des événements du passé et des événements contemporains. Pensez à cette photo que le Juméla nous a montrée, qui est un écart parallèle vers Bakou 2024, Passendal 1914. Il y a beaucoup de parallèles qui sont établis entre les deux Premières Guerres mondiales et la guerre en Ukraine aujourd'hui, pour entre le climat politique à bord de la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui. Et il y a toujours des Cassandres prêts à nous annoncer la chute de Troie. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1919, l'écrivain français Paul Valéry a publié un petit texte très intéressant qui s'appelle La crise de l'esprit. Voyez ici, La crise de l'esprit, dans lequel il y a ces phrases assez connues qui dit, après la Première Guerre mondiale, nos autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. C'est une phrase très intéressante parce qu'en français, mortel a deux sens. C'est ce qui est soumis à la mort lors des mortels, mais c'est aussi ce qui donne la mort, un poison mortel. Et en fait, on peut bien comprendre la phrase de Paul Valéry dans les deux sens. Les civilisations peuvent disparaître, mais elles peuvent aussi du fait disparaître. Les hommes, le vivant, la nature, l'environnement. Et c'est bien là où nous sommes aujourd'hui. Notre société est mortelle, dans les deux sens du terme. Accélération. Pourquoi cette exception? Sans doute parce que les moyens techniques et technologiques nous permettent de réaliser de plus en plus de choses en un laps de temps de plus en plus réduit. Hier, en réfléchissant à cette journée, j'ai demandé à mon petit-fils qui a 11 ans, qu'est-ce que le temps pour toi? Il m'a répondu, le temps, c'est les minutes, les secondes et les millisecondes. C'est clair. Ce n'est pas le temps qui accélère, c'est notre propre rythme et la sensation d'obligation que cela génère. Quelques s'occupant à faire lidon en montant un tableau des personnes salariées déclarant être obligées de se dépêcher. Mais tout cela est vraiment une si bonne chose. Et ce bouton a abordé cela dans sa réponse à une question ce matin. Il a dit dans sa réponse qu'il faut sûrement accélérer quand on applique contre le choc climatique, mais décélérer dans d'autres domaines, dormir moins minutieux, consommer moins minutieux, travailler moins minutieux. C'est tout à fait en ligne avec ce que Olivier Hamon a expliqué cet après-midi, lorsqu'il nous a dit que c'est notre culture de la performance qui a créé le monde de turbulence dans lequel nous sommes entrés. C'est la recherche de l'optimisation qui fragilise. Nos sociétés sont en burn-out, elles sont mortelles. Aujourd'hui, la performance devient contre-productive. La solution n'est pas d'augmenter la performance, il faut qu'on fasse sortir plutôt de la performance en s'inspirant du monde du vivant. Et c'est vraiment en écho à cela que Alexandre Elson a raconté, je trouve, l'histoire de sa société familiale, parce que sur beaucoup de points, il a rejoint aussi cette question du vivant avec le comité et génération. Et avec ce slogan que j'aime beaucoup, tout le monde à la ferme pour semer demain. La LGTB pourrait faire un très bon anagramme avec ça en disant tout le monde à la main pour fermer demain. Robustesse, rapport au vivant, reconnexion avec la nature, c'est les sujets de Olivier et de Alexandre. Bon, Alexandre, c'était comme ça. Qu'est-ce que dit ensuite de l'exposé Olivier avant? Robustesse, rapport au vivant, reconnexion avec la nature, tout ça, ça rejoint des sujets de transmutation des dernières années. Et c'est là qu'on voit comment transmutation met tout en rapport avec tout, mais avec ordre et méthode. Avec succession. Succession, l'élément central de la définition du temps, comme l'a battu plutôt ce matin. Le temps, c'est la succession et une certaine articulation entre passé, présent et futur. Mais la question reste débattue de savoir si le temps va du passé vers le futur ou du futur vers le passé. Bon, là, on commence à faire un pire. Mais ça s'applique bien à mes conclusions. Elles viennent après les interventions des orateurs, succession. Mais elles vous font vous y replonger, le tout vers le passé. Au fond, mes conclusions, c'est comme la Madeleine de Proust de transmutation, pour reprendre l'image d'Alexandre. Perception encore, la distinction entre temps long et temps court. Ce n'est pas une valeur absolue, ça, temps long, temps. Il dépend du contexte, et c'est un thème qui a été très souvent abordé à transmutation. Il y a le temps long d'une vie humaine, une génération. Il y a le temps long d'une entreprise, quelques générations, certes, dans le cas de la société d'Andois. Il y a le temps long d'un monument, plusieurs siècles, comme l'a rappelé Madeleine Sauvage à propos de Notre-Dame de Paris.
Johanny de Règue a dit « En temps de guerre, 1 minute peut durer une éternité, tandis que des années passent en nul se jour. » On ne saurait dû exprimer la perception du temps. Alexandre Elson replace l'histoire de la maison d'envoi dans l'histoire de l'univers qui commence il y a 13,8 milliards d'années. C'est relatif. Et puis il y a le temps hors du temps, le temps de l'au-delà, voire la sensation de non-temps dont Christophe Horville vient de nous parler, qui explique que le temps après la vie n'est pas sans lien avec le temps de la vie. C'est absolument fascinant. Ça m'a fait penser à une phrase assez connue d'un humoriste français, Alphonse Allais, qui a dit « J'ai décidé de vivre éternellement. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. » La phrase fait sourire évidemment, mais on peut aussi la prendre plus sérieusement, comme l'expression d'une espérance, d'un besoin, d'un mettre en lien avec la possible continuité de la conscience après la mort, dont vient de parler Christophe. Le fait que la distinction entre temps long et temps court se relève d'une perception a des conséquences. Plus le temps perçu est long, moins l'urgence se fait sentir. On est vraiment là au cœur de sujets débattus dans Transmutation depuis plusieurs années. Transmutation essaie de prendre conscience des mutations de société et des comportements et de la nécessité d'agir, notamment, c'est ce sur quoi nous avons insisté cette dernière année, en lien avec le réchauffement climatique et tous les enjeux du développement durable. Mais quand nous inscrivons cela toujours dans des perspectives plus larges, notamment plus larges chronologiquement, l'urgence ou le sentiment d'urgence ont une certaine tendance à se dissoudre. Au fond, transmutation, c'est un stress test, pour reprendre le thème de Olivier Amand. En tout cas, une invitation au stress test. Il ne faut pas nous demander si et comment nous sommes performants, mais comment nous allons répondre aux mutations de notre environnement et comment nous allons ajuster notre activité aux fluctuations de cet environnement. Il est temps de conclure. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous souviendrez peut-être, j'ai terminé en imaginant que Pont-Fonval était ravagé par l'incendie, c'était prémonitoire, à Notre-Dame, dont on avait déjà pensé l'année passée, et qu'on retrouvait les restes calcinés d'un programme dont on ne lisait plus que les premiers mots des interventions. Vous vous souvenez de ça? Imaginons la même chose, puisqu'on a parlé d'incendie aujourd'hui, mais on ne peut lire que le dernier mot que chaque titre des interventions. Histoire, chaos, violence, robustesse, temps long, cathédrale, odeur. Tout est dit sur le temps long. Tout est dit sur les propos de cette journée. C'est du Stanislas typique. Pas sûr qu'il y ait pensé. Mais c'est là et ça fonctionne. Comment fait-il? Comment le commerce? Et surtout, on dit ce matin que la téléportation n'est pas possible, les lois de la physique. Ça m'a fait penser à un flux de tablier chronomètre de 1986, appelé TAMS, dans lequel Jeff Dunbroom joue le rôle d'un ingénieur, déjà il soit avocat d'ingénieur, de savant un peu, lumineux aussi dans ce il invente la capacité de téléportation du cabine avec d'autres, on va pas préparer ça sur lui-même, une mouche. C'était un insecte dont le vol n'a pas d'objectif. Une mouche entre dans la première cabine et au concours de la téléportation, les peu ADN se mélangent et l'ADN de la mouche l'emporte sur l'ADN humain. Le savoir est finalement transformé en mouche. Tout à fait assez fascinant au début, assez global à la fin. Donc, il n'y a pas de téléportation possible, mais on a quand même eu aujourd'hui une réincarnation combinée de Syntex et de Top Gun, avec le général Van Sina, et une combinaison de Tintin et de Lara Croft avec Johanny Le. Eh bien, Stanislas, c'est un mélange de Descartes et de McGad. Avec toute l'équipe, Christelle, Maïté, Gaëtan, Jolan, Pierre, Sébastien, ils pensent, ils conçoivent le programme, ils le mettent en œuvre en s'adaptant à tous les aléas de localisation. Il passe à toutes les difficultés, il trouve toujours les solutions. Et il a tombé une petite averse de pluie au moment même où Olivier Amand parle de la robustesse du bidon.
Un bel exemple de robustesse et de performance. Merci Stanislas.